Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de votre présence ce soir. Ce soir, je vais vous emmener sur le chemin de l'acquisition, qui est pour certains la réalisation d'un souhait de toute une vie. L'acquisition d'un bien s'oriente et s'organise autour de diverses étapes qu'on va survoler ce soir. Nous allons voir donc les étapes préalables à cette acquisition, en l'occurrence la phase de négociation, la phase des pourparlers. On va voir qui peuvent être bien entendu les acteurs de cette phase de négociation, comment rechercher un bien, à qui vous pouvez vous adresser. Bien entendu, l'attribution et les modalités de la commission attachée à la prestation, soit de l'agent immobilier, soit du notaire. Ce qui nous amènera à établir une offre, voir les modalités dans lesquelles une offre peut être faite, avec bien entendu comment elle s'organise, comment elle s'intitule, avec les éléments essentiels. Ce qui nous amènera, une fois que l'offre aura été acceptée par le vendeur, sur le choix du notaire, lequel va pouvoir donc établir ce qu'on appelle un avant-contrat. Nous verrons la liste des éléments à fournir concernant l'acquéreur, concernant le vendeur et concernant bien entendu les documents attachés au bien, qu'ils soient en copropriété ou hors copropriété. Ce qui nous amènera à signer un contrat, c'est-à-dire une convention entre les parties, qui s'orientera soit sur une promesse unilatérale de vente, on en verra la définition tout à l'heure, soit sur une promesse synallagmatique de vente, qui est un prêt déjà accord, une prévente entre les parties si vous voulez. Ces contrats désormais instituent ce qu'on appelle un droit de rétractation au profit de l'acquéreur. On verra dans quelles modalités il s'applique. Ces contrats sont soumis bien entendu à la condition suspensive bon nombre de fois de ce qu'on appelle l'obtention d'un financement, donc d'un prêt. Il y a d'autres conditions suspensives bien entendu qui sont érigées dans ces contrats, nous allons les voir concernant le droit de préemption et les autres conditions suspensives éventuelles. Et nous finirons par donc la signature de l'acte de vente qui constatera le transfert de propriété, la prise de possession et de jouissance du bien par la remise des clés et bien entendu le paiement vis-à-vis du vendeur par l'acquéreur du prix de la vente. Voilà, et certaines modalités qui peuvent s'offrir le jour de la signature au vendeur, soit un différé de jouissance, soit des choses comme ça. On évoquera ça rapidement. Alors la phase de pré-négociation, enfin de négociation tout du moins, elle peut intervenir avec deux acteurs en présence. Le premier étant le notaire, qui désormais, bien entendu, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché et de ses mécanismes, certains notaires pratiquent aujourd'hui la négociation immobilière et assistent le vendeur comme l'acquéreur dans le cadre de la réalisation pour l'acheteur ou pour le vendeur de la vente du bien. Alors, diverses modalités peuvent s'offrir à nous, que ce soit IMO actif ou vente aux enchères, ou les ventes interactives. Bien entendu, le notaire vous accompagnera, vous donnera bien entendu des conseils concernant la vente ou l'acquisition de ce bien. Alors, il y a également l'agent immobilier, bien entendu, qui est un professionnel également de la transaction immobilière, qui connaît aussi bien la géographie de la situation du bien. Ces intermédiaires, bien entendu, sont rémunérés pour la prestation qu'ils appliquent. Concernant l'agent immobilier, c'est régi par les dispositions de la loi Hoguet. Et concernant les notaires, c'est une convention d'honoraires qu'ils passent directement avec leurs clients. Une fois que vous aurez trouvé le bien, la perle rare, vous pourrez faire donc ce qu'on appelle une offre d'achat, qui est une proposition pour l'acquéreur, qui se propose donc d'acquérir vis-à-vis du vendeur le bien, moyennant un prix que le vendeur va accepter ou pas, ou va remettre en cause. Voilà. Et là, on rentre dans une marge de négociation. Une fois que les parties sont d'accord sur le prix, sur la chose, la vente étant pratiquement faite, on va pouvoir s'adresser au notaire qui va donc rédiger l'avant-contrat, ce qu'on appelle l'avant-contrat. Alors on peut le faire soit effectivement chez le notaire, soit directement à l'agence immobilière. Cependant, dans les deux cas, il y a bien entendu des éléments à fournir concernant l'acquéreur
bien entendu les éléments liés à son état civil, à sa situation matrimoniale, à l'objectif dans lequel il souhaite réaliser cette acquisition, soit sous forme personnelle, soit sous forme sociétaire, ce qui nous amènera à rédiger dans la promesse de vente des facultés de substituer ou autres. On verra que ça n'a pas véritablement d'incidence pour le vendeur, dès lors que la vente se réalise moyennant le prix convenu et dans les délais convenus. Concernant le vendeur, bien, il y a bon nombre de documents à produire qui sont demandés par le notaire ou par l'agent immobilier. Soit s'il s'agit d'un bien de copropriété, certains éléments sont à demander au syndic pour connaître, bien entendu, quand vous rentrez dans une copropriété, pour connaître l'état financier de cette copropriété, connaître le nombre de copropriétaires, avoir les dernières assemblées pour savoir comment elles fonctionnent, ce qui est décidé ou pas, et avoir un bilan financier, bien entendu, pour savoir si le fait de rentrer dans cette copropriété va vous endetter ou pas vous endetter, ou si c'est une copropriété qui fonctionne normalement au niveau économique. Au niveau des biens qui sont hors copropriété, généralement ce sont des propriétés bâties, donc ce qu'on appelle des maisons. Donc là, effectivement, il y a l'ensemble des documents institués par la loi, enfin l'ensemble des diagnostics institués par la loi qui seront à produire par le vendeur, à ses frais, bien entendu. Dès lors que l'ensemble de ces éléments sont recueillis, on rentre dans une phase où on va concrétiser, bien entendu, l'accord des parties au terme d'un avant-contrat. Alors cet avant-contrat, il peut le revêtir deux caractéristiques, deux formes. La première, ce qu'on appelle une promesse unilatérale de vente, c'est peut-être un nom que vous avez déjà entendu, c'est un acte unilatéral qui n'engage, bien entendu, que le vendeur. Le bénéficiaire de cette promesse unilatérale de vente se réservant la faculté d'opter, donc de lever cette option, donc de confirmer la vente ou pas, dans un délai bien prévu au terme de la promesse de vente, et selon la bonne réalisation des conditions suspensives qui sont dirigées dedans. Traditionnellement, on trouvera bien entendu le financement. En contrepartie de cette immobilisation du bien, et de la promesse faite par le promettant, le bénéficiaire donc versera auprès du notaire ce qu'on appelle une indemnité d'immobilisation. Alors cette indemnité d'immobilisation, il n'y a pas véritablement de règle. Traditionnellement, on dit qu'elle est de 10%. On a aujourd'hui des indemnités de 10% avec des versements effectifs de 5% et l'obligation de reverser 5%. Bien entendu, les clauses sont rédigées dans la promesse de vente par le notaire dans ce sens. Cette indemnité d'immobilisation, son sort, soit la vente se réalise, tous les feux sont au vert, et bien entendu la somme versée par le bénéficiaire s'impute sur le prix. Deuxième possibilité, cette promesse de vente donne naissance à ce qu'on appelle un délai de rétractation auprès du bénéficiaire, qui se rétracte pour X ou Y raison. On va lui notifier, bien entendu, la promesse de vente par courrier, et il va réfléchir et il ne souhaitera pas continuer ce contrat. Dans cette hypothèse, cette indemnité lui sera restituée sous un certain délai prévu par la loi. Troisième cas de figure, tous les feux sont au vert, on signe la promesse de vente, le bénéficiaire ne se rétracte pas, il a son financement, et à la deadline prévue dans la promesse de vente, les parties se voient de nouveau chez le notaire pour signer la vente définitive. Ce jour-là, le bénéficiaire, capricieux, alors que l'ensemble des conditions suspensives sont louées, ne souhaite plus acquérir. Cette indemnité d'immobilisation pourrait être attribuée au promettant, donc au vendeur, si vous voulez, à titre de dommages et intérêts, mais ce n'est pas le notaire qui décide du sort de cette indemnité, de l'attribution soit à l'un, soit à la restitution à l'autre. C'est soit le tribunal, soit les parties directement entre elles. Ça, c'est le grand schéma de la promesse unilatérale de vente. Alors, la levée d'option, elle a lieu soit par la signature de l'acte authentique, soit par un courrier recommandé adressé au notaire ou à l'agence indiquant qu'on maintient son intention d'acquérir, mais pour X ou Y raison, on ne peut pas être présent à la date prévue pour la signature, ou bien entendu par acte extrajudiciaire, donc acte d'huissier. Il y a donc sinon la promesse synalagmatique de vente, qui est un acte par lequel le vendeur s'oblige à vendre et l'acquéreur s'oblige à acquérir. Bien entendu, là, nous trouvons encore des conditions suspensives liées traditionnellement au financement. Dans cette hypothèse, il ne s'agit plus d'une indemnité d'immobilisation, mais d'un dépôt de garantie, qui constitue un acompte sur le prix. Alors,
la promesse synallagmatique de vente, c'est un petit peu une vente parfaite, si vous voulez. On subordonne bien entendu les conditions suspensives à l'obtention d'un financement pour le paiement du prix, mais la vente est pratiquement ferme. Les intentions des parties sont déjà actées. Pour tout ce qui est délai de rétractation, la loi institue donc un délai de rétractation de 10 jours à tout bénéficiaire d'une promesse de vente portant sur un bien à usage d'habitation, promesse de vente ou contrat compromis de vente, promesse synallagmatique de vente. Traditionnellement, c'est notifié par courrier, le délai court à compter de la date de présentation par le postier. Voilà. Si jamais le 10e jour tombe un dimanche ou autre, c'est reporté au jour ouvré de la semaine suivante. L'offre de prêt, elle fait donc l'objet d'une condition suspensive dans les contrats préparatoires, dans les avant-contrats. Elle est destinée à cadrer, si vous voulez, les choses. C'est-à-dire que si on achète un bien 200 000 €, il n'y a aucune raison qu'on aille demander à sa banque un prêt d'1 million d'euros pour financer 200 000 €. Voilà. Donc traditionnellement, les conditions suspensives de l'obtention d'un financement sont limitées au montant du prix. Quand certaines fois il y a du mobilier, certaines banques ne finançant pas le mobilier, on est tenu de limiter bien entendu cette condition suspensive à la partie immobilière. Vous allez donc aller voir votre banquier, solliciter un prêt et rentrer dans le cadre de ce qu'on appelle la loi Scrivener. Alors, la condition suspensive dans nos avant-contrats, la loi nous oblige minimum à mettre un délai de 30 jours pour effectuer les démarches. Traditionnellement, on met 45 à 60 jours. Soit on a effectivement un refus de prêt, dans cette hypothèse, la promesse de vente est caduque et l'accord des parties s'arrête immédiatement. Le vendeur ou le promettant reprenant bien entendu la libre disposition du bien et sa liberté. Et le bénéficiaire, on lui restitue bien entendu son indemnité d'immobilisation dès lors qu'il puisse justifier avoir joué le jeu, donc avoir demandé dans les délais un prêt correspondant à la condition suspensive. Il existe bien entendu ce qu'on appelle des droits de préemption. Le droit de préemption, c'est une règle commune et au vendeur et à l'acquéreur. Personne ne peut y déroger, on ne peut pas en faire son affaire personnelle. Si la mairie bénéficie d'un droit de regard sur l'ensemble des ventes qui passent sur sa commune, cette formalité sera donc effectuée par le notaire. La mairie dispose d'un délai de 2 mois pour se prononcer. Traditionnellement, les mairies se manifestent avant, mais à l'expiration de ce délai de 2 mois sans réponse, on peut considérer que la mairie n'achètera pas, peut librement passer la vente. Il y a d'autres droits de préemption liés aux co-indivisaires ou autres, mais je ne rentrerai pas dans le détail ce soir. Sachez que ça fait l'objet de conditions suspensives donc, qui subordonnent la réalisation du contrat définitif, donc du contrat de vente, à la réalisation de ces conditions suspensives ou à leur défaillance. L'acte de vente, c'est donc lui qui va déterminer et transférer la propriété pérenne, bien entendu, du vendeur à l'acquéreur du bien que vous achetez. On constatera bien entendu au terme de cet acte de vente la remise des clés, le paiement du prix et traditionnellement le remboursement au prorata du temps de taxes foncières ou de charges de copropriété, de fonds de roulement et autres quand vous achèterez ce qu'on appelle un lot de copropriété. Voilà. Alors, à l'issue de ce délai, lors de l'acte de vente, dès lors que vous achèterez un lot de copropriété, on vous rappellera que vous disposez d'un délai de 1 an pour effectuer un contremétré. Et dans l'hypothèse où il y aurait 5% en moins de la surface qu'on vous indique par rapport au lot, dont on aura bien entendu vérifié la consistance, vous pourrez demander, intenter une action vis-à-vis de votre vendeur pour lui demander une réduction du prix à la moindre mesure. Dès lors qu'un professionnel sera intervenu pour effectuer le certificat Carrez, c'est donc le professionnel qui sera responsable du défaut de cette surface. Le jour de la signature, donc, le transfert de propriété aura lieu, avec le transfert de jouissance, le transfert du risque également. Alors on invite bien entendu les gens, avant de venir chez le notaire, vendeur et acquéreur, de se revoir préalablement à la signature pour une revisite du bien, pour constater qu'il n'y a pas de sinistre de dernière minute, une fuite ou je ne sais quoi, et puis procéder au relevé des compteurs. À l'issue donc de cet acte de vente, le notaire transmettra la conservation des hypothèques, qui est le grand fichier national où l'ensemble des propriétaires sont recensés, une copie de son acte, de sorte que le conservateur pourra rayer devant le bien que vous achetez, soit sous forme de lot, soit sous forme de maison,
le nom du propriétaire, donc du vendeur, et pourra annoter votre nom, comme quoi vous êtes bien désormais propriétaire de ce bien. Et tout le monde pourra savoir que vous êtes bien propriétaire, puisque la conservation des hypothèques est publique. Voilà les grandes lignes du chemin et des étapes très rapides de l'acquisition, mais je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions qui, à mon avis, sera beaucoup plus concret que le petit schéma et le petit chemin qu'on vient de voir ensemble. Donc, je vous remercie, j'attends vos questions.